Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Mémo, je partage le meilleur de la tech pour ton business. Un épisode super important pour moi parce que à l'heure où j'enregistre cet épisode, ce podcast, je suis en train d'annoncer que je quitte la société dans laquelle je bosse depuis 10 ans et que j'ai co-créé avec 2 associés. Il est temps pour moi de tourner la page. La société va super bien, on termine une année record, on n'a jamais aussi bien marché, donc il est temps pour moi de passer à autre chose. Mais ça, si vous écoutez ce podcast, vous savez que c'est pas l'information que j'ai envie de vous délivrer. Je voudrais vous partager dans cet épisode la stratégie marketing complète que j'ai mise en place depuis 10 ans et qui nous permet aujourd'hui sur cette société de générer 190 prospects par mois, de faire un CA de 3 millions d'euros par an, un récurrent de 2,5 millions et demi d'euros, et tout ça sans démarcher un seul client. On fait une stratégie chez BLC totalement inbound marketing. Je l'ai déployée depuis 10 ans et dans cet épisode, je voudrais vous partager en détail toutes les étapes qui m'ont permis d'arriver à ce résultat-là. Je vais vous détailler tout ça. Accrochez-vous, faites-vous un café, un thé, une tisane, puisque ça va être dense. Prenez des notes parce que vous allez pouvoir activer cette stratégie dans votre business en sachant qu'elle fonctionne. C'est parti. Alors déjà, avant d'attaquer sur la stratégie précise, je voudrais juste expliquer la méthode que j'ai utilisée. Elle s'appuie sur le modèle marketing qui s'appelle ARR, A-A-R-R, qui veut dire acquisition, activation, rétention, revenu et recommandation. D'ailleurs, il y a 3 R. A-A-R-R-R. Faudrait que je corrige dans la newsletter que j'ai envoyée. Ça tombe bien, je l'ai pas encore envoyée. Mais moi, j'aime bien traduire ces 4 étapes avec des termes plutôt simples et plutôt français. Étape numéro 1, générer une audience. Étape numéro 2, transformer l'audience en prospect. Étape numéro 3, transformer ses prospects en clients. On fait la différence entre un prospect et un client. Et une fois qu'on a ces clients-là, les fidéliser pour qu'ils restent le plus longtemps possible avec nous et qu'ils nous recommandent auprès d'autres clients. Quand on connaît le coût d'acquisition, eh bien c'est bien de capitaliser aussi sur la fidélité de ses clients pour nous recommander. C'est une stratégie 100% inbound marketing, je le disais en intro. Ce sont directement les prospects qui viennent à vous. Donc vous arrivez le matin, vous avez dans votre CRM et vous avez une liste de prospects à contacter. C'est pas une liste de prospects SDR à démarcher, c'est une liste de prospects à contacter. Et restez bien jusqu'à la fin puisque je vous partage ma botte secrète dans le point numéro 5. Point numéro 1, je l'ai dit, ça va être de générer en premier une audience. C'est ce qu'il faut toujours commencer par faire. Et vu que ça prend du temps, il faut commencer à le faire le plus tôt possible. C'est jamais trop tôt de commencer à générer une audience parce que c'est toujours bien, même si votre produit ou votre service n'est pas encore sorti, de commencer à le faire, puisque si vous avez déjà une audience quand votre produit sort, c'est que potentiellement vous avez déjà des clients le jour 0 du lancement de votre produit. C'est ce qui s'est passé par exemple avec la marque Respire et la fondatrice Justine Hutto qui s'était créé une audience sur Instagram. Alors je sais pas si c'est volontaire, mais j'aime penser que ça l'est parce que ce serait très brillant stratégiquement. Elle a construit une audience autour du sport, du running et qui a un petit peu basculé quand elle a commencé, j'ai l'impression, à mettre le doigt sur ce qu'elle voulait sortir vers la santé, etc., le bien-être, les produits éthiques, etc. Et lorsqu'elle a sorti sa marque Respire, elle a pu aller chercher, envoyer un message à toute cette audience qu'elle avait sur Instagram pour tout de suite le jour 0 avoir des clients. Donc ça c'est vraiment parfait. Et donc pour ça, comment on fait? Parce que c'est bien beau d'expliquer la méthode, mais il faut, d'expliquer le concept, mais il faut une méthode. Nous, la méthode qu'on a utilisée, je vais vous parler de ce que je sais et de ce qui a fonctionné concrètement pour une PME. On n'était pas une start-up, on n'est toujours pas une start-up, d'ailleurs je dis on était parce que j'en parle au passé, mais on n'est pas une start-up. On est une société traditionnelle, une PME, pour resituer un peu le contexte et pas pour faire de la pub, mais en gros on vend des logiciels de gestion à des entreprises, on déploie ces solutions-là, et on forme les utilisateurs et on fait le support au quotidien. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Étape par étape, on a commencé par créer une chaîne YouTube, et on a publié une quantité astronomique de tutos sur les logiciels qu'on vendait. Ce qui fait que quand les gens avaient besoin de savoir comment on faisait telle ou telle opération sur un des logiciels qu'on vendait, elles tapaient une recherche et elles nous trouvaient. Et on en a tellement publié qu'on est devenu incontournable sur tous les logiciels qu'on vendait, à savoir Sage, Pipedrive et les autres. Donc désormais, on a une chaîne YouTube où il y a 10 000 abonnés, quasiment 45 000 vues par mois et qui représente en source de business
J'ai pas les stats précises parce que c'est difficilement traçable, en tout cas de façon très très précise, quelle est la source, parce qu'après ça rebondit dans des étapes, on le verra, ça passe de YouTube, puis après c'est nurturé dans une newsletter, mais tout ça on va en parler, je vous ai dit, installez-vous convenablement. Ça va être bien dense et bien complet. Donc on commence par créer une audience. Une audience, c'est quoi? C'est des gens qui consomment des choses que vous publiez, mais qui n'interagissent pas encore avec vous. Ça, on le verra après, ça va être la partie où on transforme l'audience en prospect, où on active. Mais on va en parler après. Là, on est pour le moment dans le premier A du modèle ART, qui est l'acquisition, l'audience. Donc il y a la chaîne YouTube en premier, ça c'est une chose. Publiez un maximum de choses, essayez de montrer aux yeux du monde que vous êtes un expert dans votre domaine. Ça aura une vertu supplémentaire qui sera de dire, quand les sales auront affaire à vos prospects, ils auront déjà connaissance de vos compétences puisqu'elle sera disponible publiquement dans le domaine public en vidéo. Donc vous n'aurez même pas besoin de défendre au niveau du commerce vos compétences, elles seront exposées au grand jour. Donc les outils pour ça, pour une chaîne YouTube, c'est simple, en fonction de ce que vous voulez faire, soit vous prenez votre iPhone et ça marche très bien, essayez de voir au niveau de l'audio quand même, d'utiliser un micro qui est convenable, parce que autant si la qualité de la vidéo n'est pas parfaite, on accepte si le message est important de la regarder, puisque ce qui compte c'est le message, mais par contre si on n'entend rien, on squeeze. L'audio c'est avant la vidéo. Il y a une chaîne qui s'appelle Naotech qui disait c'est pas pour rien que ça s'appelle audio-visuel. Audio en premier, visuel après. Si on n'entend rien, ça sert à rien. Donc misez plutôt sur la qualité du son, et bien sûr la qualité de l'image, mais bon, les téléphones font l'affaire. Après, si vous faites du screencasting, donc ça veut dire que vous enregistrez votre écran, vous pouvez aller sur Loom si vous débutez, et ensuite OBS, qui est un outil gratuit open source, si vous commencez à maîtriser un peu le sujet. Canva pour les miniatures, on connaît. Ça, c'est pour les outils de la chaîne YouTube. Ensuite, ce qui a très bien marché pour nous à l'époque, c'est de créer un blog. Mais de créer un blog tout de suite avec une logique de référencement. Maintenant, il y a des outils géniaux qui existent et qui permettent de générer des sujets d'articles de blog à écrire, dont on sait qu'ils pourront performer sur les positions. J'en parlais notamment sur la chaîne YouTube d'un outil qui s'appelle Speedy. Nous, à l'époque, on a utilisé NeoCamino, qui était un peu précurseur. C'était une agence, mais une agence un peu automatisée digitale. C'était une plateforme qui nous poussait des articles à écrire. Quand on démarre, il faut réduire la friction. Le plus dur, c'est d'avoir des idées de sujets. Il ne faut pas que forcément on écrive les articles à votre place, il faut juste qu'on vous donne des idées par rapport à votre business. Et après, vous les écrivez. Une bonne stratégie, c'est d'écrire un article en cohérence avec la vidéo que vous sortez. Comme ça, sur le blog, vous avez la version texte, sur YouTube, vous avez la version vidéo. Et vous faites comme ça un complément qui réassure votre stratégie globale. Donc le blog, ça marche toujours encore très bien. Par contre, si vous débutez votre business là, aujourd'hui, en 2024, le 2 février, à l'heure où j'enregistre ce podcast, ne créez pas forcément un blog en propre, ne lancez pas forcément un WordPress. Mettez-vous plutôt sur un outil de blogging où il y a de la découvrabilité. Exemple Substack, exemple Ghost, exemple ce genre de choses. Donc des plateformes sur lesquelles vous allez pouvoir écrire un article et la plateforme va les pousser à une audience derrière. C'est dur de se faire référencer, ça prend du temps. Si vous lancez tout de suite sur un WordPress, vous n'aurez pas tout de suite du référencement. Il faudra que la machine se mette en route. Tandis que si vous publiez du contenu intéressant sur une plateforme de blogging ou de newsletter, je conseille Substack, bien entendu. C'est d'ailleurs la plateforme qui me permet de faire ce podcast et la newsletter. Mais parce que c'est hyper pratique et il y a un module de découvrabilité à l'intérieur. Il y a aussi une communauté qui peut plus facilement avoir accès à votre contenu tout de suite, si tant est qu'il est qualitatif. Au début, écrivez pour les gens et pas pour Google. Écrivez pour des gens et dites-vous, est-ce que cet article-là va intéresser quelqu'un ? Si vous voulez vous lancer en propre, il y a WordPress, bien entendu, un petit plugin Yoast SEO qui va vous dire si vous respectez les bonnes pratiques SEO. Wistia, si vous voulez héberger des vidéos sur votre site, sur votre blog, Wistia c'est un hébergeur, mettez pas vos vidéos sur YouTube ou sur Vimeo. Tout le flux SEO, donc le flux de recherche qui sera généré par les vidéos, ne vous sera pas favorable à vous, mais sera favorable à l'hébergeur, donc YouTube ou Vimeo. Wistia a pris le problème dans l'autre sens. Vous mettez une vidéo en ligne, elle vous appartient, vous l'hébergez chez eux, et ils poussent le SEO, le jus SEO, pour qu'il vous soit bénéfique, pour qu'il soit bénéfique sur la page sur laquelle on a intégré la vidéo. Donc Wistia, franchement, c'est incroyable cet outil-là. Ensuite, un autre support sur lequel on va pouvoir miser lorsqu'on veut se créer une audience, c'est le personal branding. Ah, le personal branding. Vous allez voir, on va pas arrêter d'en parler et ça va être valable à toutes les étapes. En fait, c'est le fait de mettre sur la table son image au profit de l'image de son entreprise. Mais son image personnelle, souvent c'est les fondateurs qui vont créer du contenu autour de leur propre image, qui vient consolider l'image que vous êtes en train de créer à côté.
Donc vous allez pouvoir commencer, ça se passe sur LinkedIn, on va pas se mentir, à créer un personal branding. Je suis pas forcément un expert dans le personal branding, moi je suis Maud Alaves, qui est génial là-dessus, qui a une newsletter, notamment sur Substack, qui explique comment déployer sa stratégie personal branding. Elle fait du coaching aussi là-dessus, donc je trouve que c'est bien d'utiliser ses conseils pour pouvoir déployer sa solution là. Mais sinon, n'hésitez pas à vous abonner aussi à des gros acteurs qui ont des grosses communautés sur LinkedIn pour voir comment ça fonctionne et essayer par mimétisme, pas par copie, je précise, par mimétisme, de réutiliser des concepts qui fonctionnent. En termes de post, en termes de partage, le build-in public, ça marche bien. Chaque semaine, vous faites un petit compte-rendu de ce qui s'est passé dans votre semaine, etc. Donc voilà, là, à cette étape-là, on a une chaîne YouTube où on a commencé à créer du contenu. Il faudra pas se formaliser s'il n'y a pas les premiers résultats. Ça prend du temps, forcément. Mais une fois que la machine est en route, elle fonctionne même si vous l'arrêtez. Elle continue de tourner pour vous. C'est une roue marketing vertueuse. C'est-à-dire qu'elle continue même si vous ne faites pas de vidéo pendant 2-3 mois. Vous aurez toujours des leads. C'est-à-dire que ça mettra du temps, mais une fois que c'est lancé, ça ne s'arrête plus. Si vous faites de la prospection outbound, le jour même où vous arrêtez de prospecter, vous avez plus de leads. Donc c'est bien de faire et de la prospection outbound au début, et de la prospection outbound aussi dès le début, puisque ça va prendre du temps. Et petit à petit, vous allez inverser et vous allez faire un jeu de vase communicant. Vous allez réduire la prospection sortante, et vous avez votre prospection entrante qui va prendre le relais. Donc on disait qu'on a une chaîne YouTube, on a un blog, on a un personal branding où les associés ont mis skin in the game, comme on dit, donc ils ont engagé leur image au profit de l'image de la boîte. C'est pas anodin, ça demande un certain courage, ça demande aussi du temps, ça demande de pouvoir appuyer sur le bouton entrée sur le premier post qu'on fait, parce qu'on engage notre image, donc on peut pas tricher. Ça, Théo Lyon le dit souvent dans son podcast, on ne triche pas quand on engage son image. Et il sait de quoi il parle, parce qu'il a engagé son image au profit de son agence Kudak, de la façon la plus, pas extrême, mais la plus poussée qu'on puisse connaître. Donc le personal branding. Après, quelques supports qu'on n'a pas forcément utilisés dès le début, mais qui seraient pratiques à utiliser maintenant. Je le rappelle, nous, on a créé la boîte il y a 10 ans. Si vous commencez maintenant, les codes ont un tout petit peu changé. Donc ce qui marche bien, c'est de créer une chaîne Twitch en ce moment, et de faire du build-in public. C'est-à-dire que vous documentez tout ce que vous faites dans tous les services. Que ce soit si vous développez un produit au niveau de la tech, vous partagez votre écran quand vous codez, quand vous, structurez un service, vous partagez votre écran quand vous structurez un service, vous faites des live Twitch, presque vous devriez allumer les live Twitch le matin en vous connectant et en documentant votre journée. Ça aura deux effets, vous faire connaître, créer une audience, et aussi documenter votre joli projet, votre jolie entreprise, puisque vous allez pouvoir dans quelques années vous dire « Ah oui, c'est vrai, on avait fait ça, c'est incroyable ». Donc ça a vraiment deux vertus. Et le deuxième divers support, c'est le podcast. Bien entendu, on ne peut plus faire du marketing en 2024 sans sortir un podcast. Là, c'est pareil. Essayez de trouver un petit peu quels sont les experts de votre domaine qui vont renforcer votre crédibilité. Invitez-les, interviewez-les. Ça va faire parler d'eux, donc les faire connaître. Pourquoi pas vos clients au début. Et ça va aussi vous faire connaître en tant qu'expert dans le domaine 1. Tout ça, je le répète, c'est de montrer aux yeux du monde que vous êtes un sachant. Souvent, celui qui parle le plus fort sur Internet apparaît aux yeux des gens comme étant le plus expert. C'est pas toujours vrai, parfois ça l'est, mais c'est pas toujours vrai. Mais en tout cas, si quelqu'un recherche quelque chose sur Internet, il se dit « Ah oui, lui, c'est vraiment le boss dans ce domaine, regarde toutes les vidéos qu'il sort, regarde tout ce qu'il fait, etc. » Donc ils auront plutôt tendance à nous choisir, nous, s'ils cherchent un prestataire ou un produit, que quelqu'un qui a un produit magnifique, mais que personne connaît. Je dis toujours, ça sert à rien d'avoir le plus beau produit ou le plus beau service si personne n'est en mesure de le découvrir. Ça, c'est la première partie audience, ok ? À ce stade, le problème de cette audience, c'est qu'on ne l'a pas activé, on n'a pas déclenché encore le deuxième A du modèle AR. Il va falloir le faire. Donc il va falloir assez rapidement mettre en place une stratégie qui va nous permettre de récolter des coordonnées, pour pouvoir ensuite les nurturer et être sûr qu'ils ont bien accès à notre contenu. Donc pour ça, il y a deux choses. Soit déjà de toute façon vous squeezez cette étape et vous mettez des formulaires qui vous permettent de récolter tout de suite les coordonnées parce que les gens ont un projet, soit vous mettez en place une stratégie par exemple la plus simple de newsletter, c'est-à-dire qu'en dessous de chaque contenu de l'audience que vous allez publier, vous allez dire abonnez-vous à la newsletter. Et là vous transformez tout doucement une audience en prospect, ou en prospect vous allez être en train de nurturer. Parce que dès que vous avez l'adresse email, si demain vous voulez sortir un produit, vous avez qu'à envoyer un emailing, qu'on se le dise. C'est-à-dire
C'est-à-dire que la communauté sur les réseaux, c'est très bien, mais c'est toujours mieux de backuper aussi en récupérant le plus vite possible les adresses email. Si on se fait pirater son compte, c'est compliqué. Si la plateforme nous banne, c'est compliqué pour X ou Y raison. Hein. C'est eux qui ont droit de vie ou mort sur notre audience. Donc le plus vite possible, essayez aussi de récolter les adresses email. Pour ça, les outils, vous faites un Substack pour créer la newsletter, et puis pour alimenter la newsletter au début si vous savez pas quoi écrire, eh ben vous faites juste une curation de tous les contenus intéressants que vous avez trouvés, que ce soit les vôtres ou ceux des autres, que vous avez trouvés sur la semaine, vous faites une newsletter chaque semaine, le vendredi par exemple, et vous envoyez une curation de tout le contenu autour de votre domaine. Et vous apparaissez encore plus comme un expert. Et si les gens vous ont suivi en audience, ils vont recevoir votre adresse email. À l'intérieur, vous mettrez discrètement, si vous avez besoin de nos services, contactez-nous. Voilà, vous commencez un peu à activer en fait, ok ? Et pour ça, il va falloir faire aussi, vous pouvez utiliser Notion et Notion Web Clipper, hein, qui est un petit plugin qui vous, un petit onglet Chrome qui vous dit, lorsque vous consultez un article intéressant, vous l'épinglez et ça se met dans une base de données Notion qui va vous permettre ensuite facilement de construire votre newsletter. Ok, ça c'est la première chose pour l'activation. Ensuite, vous pouvez faire tout de suite, je le disais, une landing page. C'est-à-dire que on n'est même pas obligé de passer sur le nurturing et l'activation. On peut tout de suite passer sur la partie client, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, les gens, si vous publiez du contenu intéressant, n'hésitez pas à mettre un lien vers la landing page où vous récoltez tout de suite les coordonnées pour un projet. Nous, on avait un formulaire qui s'appelait « Vous avez un projet, on en parle ?» On le mettait sur toutes les vidéos YouTube, les gens nous contactaient, il faut que j'arrête de parler au passé, la société existe toujours, encore heureux, mais j'en parlerai quand même, j'y peux rien, j'ai annoncé le départ, en tout cas peut-être pas encore quand je tourne la vidéo, mais je suis en train de le faire, c'est pour ça que c'est une journée importante. On mettait directement le lien vers la récolte de prospects. Hein. On avait créé un formulaire sur Pipedrive, j'en parlerai dans les outils, et les gens nous laissaient leurs coordonnées, on avait qu'à les contacter le matin. Et vous allez voir qu'après, le travail de sales, il est quand même vachement plus facile quand ils savent déjà quel travail on fait et quelles compétences on a, puisqu'ils l'ont vu dans notre audience. Donc une petite landing page. Pour ça, nous on était sur WordPress, on a créé une page produit parce que nous on vend des produits, on vend de la prestation adossée à des produits, à des logiciels, donc on a créé une page par logiciel, faites des landing pages, vous sur WordPress ou sur autre chose, mettez un formulaire Pipedrive sur votre CRM, hein, on commence un peu à parler de Pipedrive, ou sur n'importe quel outil de CRM que vous utilisez. Nous on utilisait Pipedrive, je trouve que c'est un très bon outil orienté sales, il fait un peu de marketing, suffisamment de marketing pour nous permettre de bien travailler, sans que ce soit une usine à gaz. Donc vous mettez un petit formulaire, vous récoltez, et après vous avez le matin pour les sales qu'à contacter les gens qui vous ont laissé leurs coordonnées. On parle de ça. Hein. C'est-à-dire que le travail des sales, c'est d'ouvrir leur CRM, proposer leur dispo, on en parlera après, faire des rendez-vous, conseiller le mieux possible, et c'est tout. C'est-à-dire que si les gens nous contactent en étant inbound, ils savent déjà qu'ils ont un projet avec nous. C'est un tout petit peu différent que quand on les prospecte. Donc après, il y a plus qu'à quoi en fait. Hein. Le travail de sales, il est vachement facilité. Donc la landing page, hyper important. Pour activer aussi. Le personal branding, hein, vous allez voir, je vous ai dit, à chaque étape, le personal branding est efficace. Là, vous allez pouvoir l'utiliser pour consolider un petit peu et rassurer l'audience. C'est-à-dire qu'au même endroit que vous avez mis un lien vers la newsletter, vous allez pouvoir mettre un lien sur votre profil LinkedIn aussi. Si les gens voient une vidéo hyper intéressante où vous délivrez de la valeur, ils vont se dire, tiens, il peut être intéressant à suivre aussi sur LinkedIn, peut-être qu'il va m'apporter des choses. Donc ils vont s'abonner aussi à vous, l'audience va s'abonner à vous. Donc ce sera un petit peu une audience qui sera sur vos profils LinkedIn, qui sera nurturée, puisque le jour où elle aura besoin de service, elle fera appel à vous, grâce au contenu que vous publierez sur LinkedIn. Donc ça vient consolider la partie activation, le personal branding. Hein. Ça a été une partie acquisition, c'est une partie aussi activation, bien entendu. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on peut passer à la troisième étape, qui est de transformer ses prospects en clients. Et là, c'est l'étape où il ne faut pas se planter. C'est-à-dire qu'ils nous ont laissé leurs coordonnées, ils sont passés dans la newsletter, ils ont reçu une édition, deux éditions, 3 éditions, ils ont vu nos posts LinkedIn, ok, ils voient qu'on est chaud, ils consomment en parallèle notre contenu, ça y est, le moment est venu, ils nous laissent leurs coordonnées. Donc là, il va pas falloir se planter, mais je le disais, le travail est quand même vachement facilité par le contenu qu'on a créé. Donc il faut continuer à cette étape-là à proposer une expérience client qui soit cohérente avec tout ce que vous avez proposé avant. Si vous avez proposé un contenu sans friction, un process sans friction, chaîne YouTube, newsletter, récolte de prospects, il faut que ça continue. Donc les prospects arrivent le matin dans Pipedrive CRM, vous pouvez choisir de faire une automatisation qui dit dès qu'un prospect arrive, je lui envoie un email avec mes dispo Calendly. Il faut arrêter de vouloir les appeler en disant oui, vous êtes dispo quand, je peux vous proposer. Enfin voilà, il faut que maintenant les gens ont l'habitude de ça. Ils sont
agréable et en confort quand c'est eux qui piochent un rendez-vous et qui choisissent en toute connaissance de cause quand ils ont envie de parler de votre projet. Si vous les appelez tout de suite, c'est pas vous qui choisissez quand ils ont envie de parler de leur... C'est pas eux qui choisissent, quand ils ont envie de parler de leur projet, c'est vous. Donc, vous faites un automatisme qui envoie les dispos Calendly. Dans Pipedrive, il y a un formulaire de routage qui permet de dispatcher selon des critères à tous les sales de votre équipe. Le prospect, qui est encore prospect à ce stade, prend rendez-vous, et après, ça déroule. Il a vu votre contenu de toute façon. Il sait la valeur que vous avez. Il suffit juste de le conseiller du mieux possible. Moi, je dis toujours, il faut prendre le prospect comme si c'était votre beau-frère ou votre belle-sœur que vous adorez, qui vous demandait des conseils sur vos compétences et les produits et les services que vous vendez. Et comme ça, vous serez sûr de toujours donner les meilleurs conseils, ceux pour lesquels c'est le client qui a un bénéfice plutôt que vous. Si vous faites passer l'intérêt du client avant le vôtre, ça se passera toujours de la meilleure des façons. Quelques outils, donc Calendly, je le disais, vous pouvez aussi utiliser Calcom, ça marche très bien, c'est plus joli et plus puissant. Google Meet pour faire vos visios, comme ça vous permet d'inviter le petit plugin CLAP, C-L-A-A-P ou TLDV pour enregistrer le replay des visios, faire une transcription texte en intelligence artificielle et faire des petits chapitres qui sera automatiquement envoyé à votre prospect. Vous voyez un peu l'expérience client qui continue aussi au niveau de l'étape sales. Il a eu une expérience client géniale au marketing, il continue d'avoir une expérience client géniale au niveau du commerce. Vous lui envoyez le TLDV. Ensuite, vous travaillez sur votre offre, vous lui envoyez un devis depuis Pipedrive, en digital, avec une signature électronique. C'est terminé les devis que vous envoyez, qui doit imprimer, signer et vous faxer. Ça, stop en 2024. Vous envoyez votre devis en signature électronique, ça réduit encore la friction. Il a qu'à l'ouvrir, il peut le pousser et le transférer au décisionnaire. Et en plus de ça, ce que vous pouvez faire, et là c'est magique, petite astuce, vous accompagnez votre devis et votre proposition commerciale d'une vidéo. Vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai parlé de Loom ou de Clap, ça fonctionne aussi pour faire des vidéos YouTube certes, mais aussi pour vous filmer vous en train de présenter votre devis. Qu'est-ce que ça va faire ça ? Vous allez présenter votre devis en démontrant tous les arguments potentiels et vous avez pas, et en faisant en déroulant, je vais essayer de trouver mes mots, déroulant votre expertise et en expliquant tout ce que le client pourrait vous poser face à votre devis. Toutes les oppositions. Donc vous essayez de les lever une par une, vous avez une connaissance parfaite de votre business, vous répondez, ça aura effet pourquoi ça, plutôt que de caler une réunion pour présenter votre devis. Votre prospect peut le regarder quand il veut. Si tout le monde n'est pas disponible et si vous n'avez pas les signataires autour de la table dans vos premiers rendez-vous, la personne que vous avez en rendez-vous peut transférer votre vidéo au signataire. Vous coupez des étapes de rendez-vous. Donc vous augmentez en fait votre coût d'acquisition puisque vous n'avez pas besoin de faire 1, 2, 3 rendez-vous. Vous faites une seule vidéo qui explique le devis, elle servira pour votre interlocuteur et pour les décisionnaires si toutefois ils n'étaient pas autour de la table tout de suite. Là, après, franchement, ce sont les clients qui vous ont contacté, vous leur avez fait une expérience incroyable, vous les avez conseillés comme si c'était des membres de votre famille, il n'y a aucune raison qu'ils signent pas si votre produit est bon et si vous les avez très bien accompagnés. Une fois qu'ils sont là, il va falloir aussi continuer l'expérience client au niveau des opérations. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est faire un petit flow sur Zapier ou sur Make qui vient envoyer automatiquement le deal gagné de Pipedrive vers les opérations, qui récupère automatiquement le contexte et qui va faire, pourquoi pas, une synthèse de tout ce qui s'est passé grâce à l'intelligence artificielle. Nous, on utilisait Asana pour ça, mais vous utilisez Notion si vous le voulez, vous utilisez n'importe quel outil d'opération. Et vous essayez de faire une passation aux opérations ou à la logistique s'il livre le produit la plus qualitative possible pour que l'expérience continue jusqu'au bout. Donc vous pouvez faire un flow sur Make ou sur Zapier, vous pouvez utiliser Asana pour les projets ou Notion, Everhour si vous avez besoin de suivre les temps, si vous avez une activité qui s'y prête, pour faire des comptes rendus réguliers sur le temps passé sur les projets, si vous vendez de la prestation de service. Vous continuez si vous vendez de la formation ou faire des visios, si vous êtes amené à faire des visios aux opérations, parce que vous faites de la formation, nous c'était notre cas, on continuait à enregistrer les replays sur Clap ou sur TLDV. Ce qui fait que le client a un espace unique avec tous les replays au même endroit. C'est-à-dire qu'il peut voir les replays qui lui ont permis de signer, les replays qui lui ont permis de se former, les replays qui lui ont permis aussi d'avoir du support. Si vous avez du service après-vente, vous continuez là-dessus. Vous pouvez même leur créer des petits espaces d'e-learning personnalisés, si vraiment votre business c'est de vendre de la formation comme c'était le cas pour nous. Nous on utilisait Podia pour ça, on leur créait des petits espaces où on avait des formations, où on remettait un petit peu en page toutes les formations, pourquoi pas des quiz, etc. Et ensuite on passait sur Freshdesk pour le support, qui récupérait lui aussi tout le contexte. Ok ? Ça c'est la partie où vous allez continuer en fait à
à donner, à délivrer une expérience client, vous allez voir que derrière, en continuant de délivrer une expérience client et une qualité de produit et de service efficace, ils auront plus facilement la chance de vous recommander, enfin le potentiel de vous recommander, la probabilité qu'ils vous recommandent d'autres produits, mais aussi d'autres produits ou d'autres services, mais aussi la probabilité qu'ils vous recommandent, et c'est le même mot, mais qui vous conseillent à certains de leurs connaissances. S'ils entendent parler de quelqu'un qui cherche, je sais pas, on va prendre l'exemple là d'un logiciel de comptabilité, bon ben automatiquement, s'ils ont une expérience client incroyable, ils vous recommanderont avec leurs proches, avec leurs connaissances, avec leur réseau d'affaires. Ils diront, tu peux aller voir BLC, franchement, ils sont incroyables sur cette partie-là. La friction, ils utiliseront pas ces termes-là, mais ils diront, franchement, l'expérience a été incroyable, le service est top qualité. Donc le fait de fidéliser, ça apporte ça. Ce que vous pouvez faire en parallèle aussi, c'est de créer une petite communauté. Alors ça, la communauté, c'est le Graal de tout service marketing qui se respecte. C'est-à-dire que des clients et une communauté, c'est pas pareil. Une audience et une communauté, c'est pas pareil. On a tendance à se fourvoyer. Une audience va consommer votre contenu, donc ça va aller dans le sens de vous vers eux, mais une communauté, ça va aller dans le sens de eux vers vous et de eux entre eux. En gros, vous allez pouvoir, là tout de suite je vais vous dire, créer une communauté sur Discord, n'hésitez pas une seule seconde, vous créez un serveur Discord et dès que vous avez un nouveau client, vous le mettez dedans. Idem, lorsque vous êtes sous une vidéo, vous pouvez rajouter un lien sur tous les supports que vous avez utilisés en point numéro 1 sur l'audience. Vous pouvez dire aussi, venez nous rejoindre sur Discord et posez-nous toutes votre question. Nous par exemple, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un serveur Discord et on a proposé de répondre gratuitement à toutes les questions que les gens avaient sur les logiciels qu'on maîtrisait. Ça, en général, c'est payant, c'est ce qu'on appelle un contrat de maintenance. Nous, on a proposé de le faire gratuitement. On a fait un pari qui était de dire, au début, c'est nous qui allions répondre aux questions de la communauté, et ensuite, c'est la communauté qui va répondre aux questions des autres membres. Ils vont se répondre entre eux. C'est ce qu'a réussi à faire Soch, c'est ce qu'a réussi à faire Allo Resto. Et c'est ce qui a marché, c'est-à-dire que pendant quelques mois, dès qu'il y avait une question, parce qu'on n'a pas tardé à avoir plusieurs centaines de membres, qu'on soit clair, dès qu'il y avait une question, c'est nous qui répondions, toute l'équipe. C'est aussi pour ça qu'on utilisait Discord en interne. Slack, c'est très bien, mais si vous êtes déjà au même endroit que votre communauté, vous avez plus de facilité et vous réduisez la friction pour les équipes d'aller leur répondre. Donc nous, on a migré sur Discord pour pouvoir animer cette communauté facilement. Donc au début, c'est les équipes qui répondaient. Oui, ça prenait du temps. Donc oui, il y avait un coût derrière, mais c'était un investissement plutôt qu'un coût. Puisque le jour où les membres ont commencé à se répondre entre eux, là, on a sabré le champagne, franchement. Champomis, champagne, et on était là en mode, ok, c'est bon, ils se sont répondus entre eux. On a engagé la communauté, elle peut tourner sans nous. Et c'est seulement à partir de ce moment-là qu'on a le droit de l'appeler communauté, d'ailleurs. Donc ça, vous pouvez le faire aussi assez rapidement. Ce que vous pouvez faire aussi très rapidement, c'est de demander à chaque fois des témoignages. Lorsque une affaire est gagnée, vous demandez un témoignage, il y a des automatismes qui se créent dans Pipedrive par exemple, vous dites dès qu'une affaire est gagnée, vous envoyez un lien pour que la personne aille vous noter directement sur Google ou sur Senja. Vous pouvez aussi utiliser Senja pour récolter des témoignages clients. Ça marche très bien. Et ça, vous venez ensuite prendre tous ces témoignages-là. Pourquoi Senja ? Parce qu'il vous crée un mur de témoignages que vous pouvez intégrer directement à votre site ou à vos landing pages pour encore plus réassurer les gens qui viendraient. S'ils sont toujours pas conscients de la valeur que vous leur apportez avec toutes les vidéos YouTube, la communauté Discord, le podcast, les posts LinkedIn, ils ont en plus de ça des témoignages de vos clients, de projets réussis qui sont mis aux yeux du monde et qui sont disponibles publiquement. Donc honnêtement, là je vois pas avec ce process comment vous pouvez ne pas performer et comment vous ne pouvez pas arriver au bout de quelques années à faire les chiffres que je vous ai donnés. Nous, on a 200 leads par mois qui tombent, on ne les démarche pas un seul. Le matin, on arrive, on se connecte à notre CRM et on a les clients qui nous ont écrit la veille. Voilà. Et c'est pas du rêve, je vous le dis. Le bonus à la fin. Aujourd'hui, c'est le 2 février, j'arrête mon aventure BLC, donc je peux désormais mettre au service des autres tout ce que j'ai mis en place justement dans cette stratégie-là. Et du coup, j'ai envie de mettre ces connaissances-là marketing, inbound marketing, plus précisément, et CRM, au service des autres entreprises. Donc, si vous avez besoin d'un accompagnement là-dessus, n'hésitez pas à me contacter. Normalement, il doit y avoir un petit lien dans le descriptif du podcast pour qu'on puisse discuter ensemble de vos stratégies marketing et d'essayer d'arriver au même résultat. J'espère que ce petit épisode de podcast vous a plu. Pour moi, il est hyper important. J'ai voulu vraiment tourner ça dans une masterclass. Je partage précisément tout ce que j'ai mis en place et je vous propose à la fin mon accompagnement pour vous aider sur
sur ces sujets-là. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast, à laisser une petite note sur votre application d'écoute préférée. On se retrouve toutes les semaines pour ce genre d'astuces pour améliorer votre business grâce à la tech et grâce aussi aux bonnes stratégies.